Bienvenue sur Chevalier du 21e, mon nom est Manon Chevalier. Aujourd'hui, nous entrons dans la partie 4 de ma série 1964, la trahison de l'élite québécoise, ou comment l'Empire britannique a détruit l'identité canadienne-française. Un petit récapitulatif d'abord, donc dans la première partie, nous avons vu qu'est-ce que c'était l'identité québécoise d'avant et d'après les réformes de l'éducation. Dans la partie 2, nous avons exploré les origines de l'Empire britannique sur plusieurs siècles. Dans la partie 3, c'est la nébuleuse maçonnique que nous avons étudiée, donc que ce soit en Angleterre, en France et au Canada et au Québec. On a aussi regardé comment les loges maçonniques avaient infiltré les États pontificaux pour renverser l'État et pour pouvoir éventuellement placer leur pape sur le trône et en venir au Concile de Vatican II. Maintenant, dans la partie 4, nous allons aller plus au niveau local, donc pour voir qui étaient les agents locaux de l'Empire sur notre territoire. Qui sont ceux qui ont été recrutés pour mener à bien ce sinistre projet, que ce soit des politiciens, des journalistes ou peu importe, des gens de tous les milieux qui ont pu, à travers les loges maçonniques notamment, permettre que ce projet soit mené à terme. Donc la partie 4 s'appelle « Les missionnaires de l'Empire ». Ce que vous voyez ici, c'est une carte générale qui montre le territoire nord-américain, l'Angleterre, la France et le Vatican. Donc, avant de plonger dans les détails, il faut comprendre l'ampleur de l'opération qui a eu lieu dans les années 60 et comment elle s'est préparée. Donc, le Québec n'a pas été réformé, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il a été ciblé par des forces qui se coordonnent depuis des décennies. Donc, tout d'abord, vous avez l'Angleterre, l'origine de la Société fabienne, de la Bourse-Rhodes, de l'Université Oxford, du LSE. Donc, l'Angleterre est le cerveau et l'architecte de l'opération. Ils forment les agents qui iront transformer les colonies de l'intérieur. On a aussi le gouvernement fédéral canadien, c'est le relais local de l'Empire. Il finance, il coordonne, il applique la pression constitutionnelle sur les provinces. Puis la France, les loges maçonniques du Grand Orient, les intellectuels de la revue Esprit, ils fournissent le modèle laïciste et les réseaux d'influence dans le monde francophone. On a aussi les États-Unis, les fondations Rockefeller et Carnegie, Harvard. Ils financent la recherche, les commissions, les experts qui donneront une apparence scientifique à la destruction. 5 sources. Donc le cinquième, c'est le Vatican lui-même. Donc de 62 à 65, comme vous le savez, une transformation de l'Église majeure neutralise sa capacité de résistance au moment précis où le Québec en aurait le plus besoin. Donc, 5 sources, un seul objectif, démanteler l'éducation catholique canadienne-française. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une convergence orchestrée, parce que tout ça se passe sur moins d'un siècle. Vous allez le voir dans les prochaines parties, dans la partie actuelle. Donc, le segment 4A, c'est les premières attaques. Je veux juste faire une précision importante lorsqu'on parlait des pays qui attaquaient le Québec. Ce sont des réseaux d'élites internationalistes à l'intérieur de ces pays qui attaquent le Québec. Donc, c'est une infiltration, même dans ces pays, où les populations ne sont pas conscientes que ce genre d'opérations ont eu lieu, bien sûr, puisqu'ils en sont eux-mêmes victimes. Donc, c'est la fameuse 5e colonne dont je vous parlais dans la partie 2, qui est à l'action ici, de ces pays. Godefroy Langlois, que vous voyez à l'écran maintenant, c'est un nom que l'histoire officielle a presque oublié, et pourtant c'est lui le premier agent documenté de l'Empire au Québec, selon mes recherches. Né à Saint-Scholastique en 1866, il devient journaliste très jeune pour un journal anticlérical. Déjà, la trajectoire se dessine. En 1895, il est initié franc-maçon à la loge Cœur uni de Montréal. 2 ans plus tard, il devient rédacteur au journal Le Canada, l'organe officiel du Parti libéral.
En 1901, il prend la présidence de la Loge Émancipation, affiliée au Grand Orient France. Il est journaliste influent et maçon de haut rang. La combinaison parfaite pour mener une guerre idéologique. En 1902, Langlois fonde la Ligue de l'enseignement. Ça n'est pas anodin, n'est-ce pas? Donc, le nom est directement calqué sur le modèle français et les objectifs, quels sont-ils? C'est propager les idées maçonniques, faire pression sur les politiciens et mobiliser l'opinion via les journaux. Le programme de la Révolution tranquille, quoi. 60 ans avant la Révolution tranquille. Voilà Godefroy. Donc, la première réelle attaque contre le Québec remonte à 1897. Il faut remonter un peu, comme je le dis. Donc, en 1866, la Ligue de l'enseignement est créée en France, inspirée des modèles belges et elle-même inspirée par le modèle hollandais qui datait de 1784. Et en 1870, la première loge francophone du Québec est fondée, Cœur uni de Montréal. En 1896, le Cœur uni demande une affiliation au Grand Orient de France et la Loge Émancipation est alors fondée. Les pièces du casse-tête se mettent en place et en 1897, elles s'activent. Félix-Gabriel Marchand, premier ministre libéral du Québec, dépose un projet de loi pour créer un ministère de l'Éducation. L'objectif est clair, retirer le contrôle de l'éducation à l'Église catholique. Mais la résistance s'organise, triple résistance en fait. Le clergé s'oppose vigoureusement, Monseigneur Paul Bruchesi presse Rome d'intervenir, et même Wilfrid Laurier, le premier ministre fédéral francophone, fait pression sur Marchand pour respecter les prérogatives du clergé. Le résultat, en 1898, l'Assemblée adopte le projet, mais le Conseil législatif le rejette. Première attaque bloquée. 4 ans plus tard, nouvelle tentative. Le député libéral Tancrède Boucher de Grosbois présente un projet de loi privé pour l'instruction obligatoire de 8 à 13 ans, sous peine d'amende. Avec nos yeux modernes, refuser l'école obligatoire semble rétrograde, voire cruel. Mais il faut comprendre le Québec de 1901, une société rurale où les enfants de 8 à 13 ans travaillaient au champ avec leur famille. Imposer l'école obligatoire sous peine d'amende, c'était criminaliser la survie économique des familles agricoles. Mais l'enjeu dépassait largement la question économique. L'Église avait vu ce qui s'était passé en France avec les lois Jules Ferry. L'instruction obligatoire avait servi de premier pas vers la laïcisation forcée. Expulsion des religieux, manuels anticléricaux, contrôle étatique total sur l'éducation des enfants. Ce n'est donc pas l'éducation que l'Église refusait, c'est le précédent, parce que l'Église s'est vraiment vigoureusement opposée à cette proposition. Car une fois l'instruction rendue obligatoire par l'État, qui décide du contenu? Qui choisit les manuels? Les enseignants? L'obligation scolaire n'était pas une fin en soi, c'était un cheval de Troie, un levier pour transférer le contrôle des âmes de l'Église vers l'État. Donc, cette fois, l'opposition est bipartisane. Libéraux et conservateurs s'y opposent ensemble. Donc, Adélard Turgeon et Edmond James Flynn, un francophone et un anglophone. Et il faut savoir aussi pourquoi l'Église résistait. Elle était seule responsable de l'instruction des catholiques. Une école d'État, c'était le spectre de l'assimilation protestante qu'elle voyait. Donc, l'Église préférait refuser les subsides, donc l'argent, plutôt que céder le choix des enseignants et des manuels. Deuxième attaque bloquée, grâce à ces députés, l'attaque frontale ne fonctionne pas. Et, comme on l'a dit, c'était la gauche et la droite au Québec. Les deux s'étaient opposés. 2 échecs coup sur coup. Il faut changer d'approche, se disent-ils, ceux qui veulent nous imposer les réformes. Donc, en 1902, Langlois, celui dont on a parlé au début, fonde la Ligue de l'enseignement. Le modèle français servait de couverture culturelle acceptable. Donc, une réforme explicitement anglo-saxonne aurait été impossible à vendre politiquement. Pendant 7 ans, la Loge Émancipation formulera ses revendications à travers la Ligue, en façade. Les revendications sont toujours les mêmes. Ministère de l'Éducation,
enseignement gratuit et obligatoire, centralisation des commissions scolaires, commission royale d'enquête. Et en 1909, le premier ministre Lomer Gouin ordonne finalement la création d'une commission d'enquête présidée par Raoul Dandurand. Résultat de cette commission, inconnu. Aucun rapport, aucune réforme. Par contre, une semaine après sa création, Langlois est démis de ses fonctions de rédacteur en chef. La commission semble avoir servi de monnaie d'échange pour neutraliser le franc-maçon Langlois. Mais l'Empire a la mémoire longue. Donc, ça a été un troisième échec ici. Donc, pendant 34 ans, les 34 ans qui suivront, la bataille continue. Le gouvernement fédéral essaie d'imposer des subventions conditionnelles aux provinces. Les libéraux provinciaux sont tentés d'accepter, mais le clergé catholique résiste farouchement à toute ingérence fédérale dans l'éducation. Lomer Gouin, de 1905 à 1920, est un autonomiste et refuse des intrusions fédérales. Louis-Alexandre Taschereau, de 1920 à 1936, défend l'autonomie provinciale, mais étant libéral, il ouvrira cependant quelques portes. Maurice Duplessis arrive au pouvoir dans son premier mandat, de 1936 à 1939, et il refermera brutalement les portes que Taschereau avait entr'ouvertes. On a Adélard Godbout, qui sera le premier ministre au Québec durant la Deuxième Guerre mondiale, donc de 1939 à 1944, et lui aurait peut-être cédé. C'était un libéral lui aussi. Mais son impopularité, causée par la conscription, l'empêchait de réformer. Donc, faut dire que Adélard Godbout avait été élu parce qu'il avait promis à la population québécoise de ne pas obliger la conscription. Et il a menti et il a donc demandé, il a donc exigé que les gens aillent à la guerre. Donc, il est devenu extrêmement impopulaire. Il n'aurait absolument pas pu amener d'autres réformes pendant cette période. Donc, le résultat, avant 1944, les réseaux anglo-protestants n'avaient pas réussi à briser la forteresse catholique. Duplessis sera le dernier rempart absolu, mais la stratégie de l'Empire est déjà en marche. On entre dans le segment 4B, l'infiltration impériale. On vient de voir que les attaques frontales ont échoué depuis 1897. Chaque tentative législative s'est heurtée au mur de la résistance cléricale et populaire. Mais l'Empire britannique ne fonctionne pas par l'échec. Il fonctionne par l'adaptation. Ce qu'on va voir maintenant, c'est le changement de stratégie. Au lieu d'attaquer les institutions de front, l'Empire va les contourner. Il va placer ses hommes aux postes clés, tisser des liens matrimoniaux, créer des réseaux d'influence qui traversent les générations. Entre 1915 et 1933, 4 événements vont transformer le paysage politique canadien. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est une séquence coordonnée. D'abord, l'union des familles impérialistes par mariage, puis la confiscation du pouvoir fiscal, ensuite l'arrivée des fondations américaines et finalement l'infiltration de l'Église elle-même. Chaque étape prépare la suivante. C'est une stratégie sur plusieurs décennies, avec une patience que seuls les empires et les Fabiens peuvent se permettre. La loge qu'on voit ici s'appelle maintenant Force et Courage. C'est l'ancienne loge Émancipation, celle fondée en 1896. Affiliée au Grand Orient de France, celle de Godefroy Langlois, elle a simplement changé de nom. Les hommes passent, mais les structures restent. Ce changement de nom illustre une constante de la franc-maçonnerie, l'adaptation. Quand un nom devient trop associé à des controverses, on le change. Mais le réseau, les rituels, les objectifs demeurent. C'est la même loge sous un autre visage, toujours affiliée au Grand Orient de France. C'est vraiment au tournant du 20e siècle qu'on voit l'augmentation des adhésions aux loges chez les francophones. Le phénomène ne s'arrête pas. Il continue tout au long du siècle, avec une accélération soudaine dans les années 50 et 60. Les chiffres sont difficiles à vérifier étant donné l'aspect secret de la franc-maçonnerie, mais la tendance est claire, comme vous pouvez le voir sur le graphique à l'écran. Il faut quand même nuancer. L'adhésion des francophones reste modeste au Québec comparée aux anglophones. Ce ne sont pas les masses populaires qui rejoignent les loges, ce sont surtout les carriéristes, une certaine élite
qui voit dans la maçonnerie un réseau d'entraide et d'avancement. Les loges recrutent ceux qui peuvent être utiles, pas les simples citoyens. En 1915, Vincent Massé épouse Alice Parkin. Pour comprendre l'importance de cette union, il faut savoir qu'il est le père de la mariée. Qui est le père de la mariée? George Parkin n'est pas un simple beau-père, c'est l'architecte du système de Bourserode, le recruteur en chef de l'élite impériale. Souvenez-vous, on l'a vu dans la partie 2, il faisait partie du cercle des initiés de la Société des élus. Donc ce mariage unit la fortune industrielle canadienne, les Massé, de Massey Harris Ferguson, au réseau idéologique de l'Empire. C'est l'alliance de l'argent et de l'influence. Une fusion qui va peser sur le Canada pendant des générations. Sir George Parkin est né au Nouveau-Brunswick en 1846. Il est formé à Oxford et dès 1891, il est membre de la Société des élus, ce groupe secret révélé par l'historien Carroll Quigley. Le noyau dur du réseau Rhodes-Milner, qui rêve d'un gouvernement mondial anglo-saxon. Parkin est le promoteur infatigable de l'Imperial Federation League. Son idée fixe est unifier l'Empire britannique en une seule entité politique mondiale. Il parcourt le Commonwealth pour prêcher cette vision. On l'appelle l'évangéliste de l'Empire et le titre est mérité. De 1902 à sa mort en 1922, Parkin occupe le poste le plus stratégique qui soit premier secrétaire du Rhodes Trust. C'est lui qui sélectionne les boursiers Rhodes, qui décide quels jeunes hommes prometteurs seront formés à Oxford aux frais de l'Empire. Un pouvoir immense sur le recrutement des futures élites. Parallèlement, il dirige le Toronto Round Table dès 1910. Lord Milner l'admire. Il influence Churchill, Rosebery, Leo Amery. Et en 1915, il marie sa fille à Vincent Massé. L'Empire entre ainsi dans la famille la plus riche du Canada. Vincent Massé, lui, naît en 1887 à Toronto, héritier d'une des fortunes les plus considérables du Canada. Les Massé fabriquent la machinerie agricole qui équipe tout le pays, Massey Harris Ferguson. Mais l'argent ne suffit pas à Vincent, il veut le prestige, la culture, l'appartenance au monde britannique. Il étudie à Oxford, au Balliol College, là où tous les grands impérialistes étudient. Il en revient avec un accent oxfordien affecté et des costumes londoniens impeccables. Ses contemporains le trouvent plus britannique que les Britanniques eux-mêmes. C'est précisément le profil que l'Empire recherche. Le mariage avec Alice Parkin en 1915 ouvre toutes les portes. De 1935 à 1946, Massé est haut-commissaire du Canada à Londres, le principal diplomate canadien au cœur même de l'Empire. 11 ans à tisser des liens, à consolider des réseaux, à servir d'intermédiaire entre les intérêts britanniques et le Canada. Puis vient la commission Massé de 1949 à 1951. Nous y reviendrons. C'est lui qui définit alors ce que doit être la culture canadienne légitime. Sans surprise, sa vision est exclusivement britannique. Tout ce qui est en français catholique ou autochtone est relégué au folklore. De 1952 à 1959, Massé devient gouverneur général, le premier né au Canada. Un choix stratégique de Londres, utiliser un local pour légitimer la couronne. Toute sa carrière, il s'opposera à l'émergence d'une identité canadienne indépendante. Il sera directement impliqué dans la destruction du système d'éducation québécois. Petit détail révélateur, Vincent Massé est l'arrière-grand-oncle de Michael Ignatieff, l'ancien chef du Parti libéral fédéral. Les réseaux impériaux se perpétuent de génération en génération, les mêmes familles, les mêmes institutions, les mêmes objectifs. On arrive maintenant 2 ans plus tard en 1917. Le premier ministre Robert Borden impose un impôt sur le revenu. La justification est simple. Financer l'effort de guerre. La mesure est présentée comme temporaire. Le temps que dure le conflit. Sauf que la guerre se termine et l'impôt reste. Il ne sera jamais aboli.
Ce qui peut sembler être une mesure fiscale anodine est en réalité une confiscation permanente du pouvoir des provinces. Avant 1917, les provinces contrôlaient leurs revenus. Après, Ottawa tient les cordes de la bourse. Et qui contrôle l'argent contrôle les politiques. C'est la première étape de la centralisation. Robert Borden, premier ministre de 1911 à 1920, est né en Nouvelle-Écosse et il est descendant des loyalistes. Les loyalistes, c'étaient des colons américains qui ont fui la Révolution pour rester fidèles à la couronne. L'impérialisme est dans son sang. C'est lui qui engage le Canada dans la Grande Guerre et qui siège à l'Imperial War Cabinet à Londres aux côtés de Lord Milner. En 1928, c'est lui qui fonde le CIIA, le Canadian Institute of International Affairs, vous vous souvenez, le prolongement du Chatham House au Canada, filiale canadienne du Royal Institute de Londres, donc, et il est franc-maçon. Il établit au Canada les réseaux globalistes britanniques qui vont opérer pendant tout le 20e siècle. La structure est en place. On a parlé des fondations Rockefeller et Carnegie dans la partie 2. Leur condition de financement est claire pour obtenir des fonds de leur fondation, uniquement les universités laïques. Aucune université catholique francophone n'y a droit. McGill reçoit des millions, Laval et Montréal, rien du tout. C'est une stratégie d'assèchement. Affamer les institutions catholiques tout en enrichissant les institutions anglo-protestantes. Le message est limpide. Si vous voulez l'argent des fondations, laïcisez-vous. C'est une pression constante qui pousse les élites francophones à voir la religion comme un obstacle au développement. Les fondations ne donnent pas par charité, elles achètent la transformation idéologique et leur investissement au Canada prépare le terrain pour ce que le Québec va subir dans les décennies suivantes. Donc, voyez comment ils se sont bien coordonnés. En 1917, on retire au Québec le droit de pouvoir prélever des impôts dans la même proportion qu'avant la guerre. On ne redonne pas ce droit. Donc, moins de revenus pour la province et ensuite, on lui refuse des subventions qu'on donne aux universités anglaises pour compenser l'empêchement de financer avec les impôts. Et donc, on crée une injustice incroyable et un précédent qui met à mal la province. On entre dans le segment 4C, l'infiltration idéologique. On a vu l'infiltration financière et institutionnelle, confisquer les revenus, placer les hommes aux postes clés, tisser les réseaux familiaux, mais l'argent et le pouvoir ne suffisent pas pour transformer une civilisation. Il faut aussi conquérir les esprits. Ce segment traite de l'arme la plus redoutable de l'Empire, la subversion des idées, et comment corrompre une doctrine de l'intérieur, comment retourner une institution contre elle-même, comment faire accepter aux catholiques des idées qu'ils auraient rejetées si elles avaient été présentées ouvertement. Donc on arrive en 1930 et en 1932 plus précisément, Emmanuel Mounier fonde la revue Esprit à Paris, une revue intellectuelle catholique qui propose une troisième voie entre le libéralisme et le communisme. En apparence, c'est une réflexion philosophique chrétienne et en réalité, c'est un cheval de Troie idéologique. Après la mort de Mounier en 1950, Albert Béguin, critique littéraire suisse et grand admirateur de Jean-Paul Sartre, qui avait assuré le relais pendant l'interdiction par Vichy, prend la direction et poursuit l'œuvre. En 1954, la revue soutient publiquement Pierre Mendès France, franc-maçon du Grand Orient et architecte du système financier de Bretton Woods. Le pont entre le catholique de gauche et réseau maçonnique se consolide. Donc, si vous voulez approfondir le sujet de l'infiltration de la gauche dans les milieux catholiques, je vous invite à lire l'œuvre de Robert Rumilly. C'est un historien, comme on en a déjà parlé dans la première partie. Il a écrit L'infiltration gauchiste du Canada français et la tactique des gauchistes démasqués. Il y a aussi un troisième volume qui s'appelle Les socialistes dominent
le réseau gauchiste. Donc, c'est une série en 3 volumes, mais assez rare et difficile à trouver. J'ai même eu la chance de trouver sur des sites de vieux livres une version avec la signature de Robert Humilly en personne, donc originale. Et c'est un livre c'est une signature qui date elle est de 1957 ici. Donc, il est vraiment un très bon témoin de cette époque où l'infiltration gauchiste a débuté dans les milieux catholiques. Donc, si on poursuit ici, donc la méthode est brillante. La méthode de ces infiltrés dans les milieux intellectuels. Parce qu'il y a une perversité dans la méthode. Donc, c'est utiliser le vocabulaire chrétien pour faire passer des idées qui minent le christianisme. Donc, le personnalisme de Mounier garde les mots dignité, personne, engagement, mais en change subtilement le sens, et c'est cette revue qui va servir de pont vers le Québec. Donc, le premier élément, c'est créer une troisième voie comme le cheval de Troie. Le personnalisme chrétien se présente comme une alternative au libéralisme capitaliste et au socialisme athée. Ni l'un ni l'autre. Quelque chose de nouveau, de catholique, de moderne, sauf qu'en pratique, cette troisième voie mène toujours vers la gauche. L'astuce est de désarmer les défenses. Un catholique québécois aurait rejeté le socialisme s'il avait été présenté comme tel. Mais enveloppé dans le vocabulaire de la dignité humaine et de l'engagement chrétien, ça passe. C'est une porte d'entrée vers le marxisme déguisé en doctrine catholique. Deuxième élément, inverser la hiérarchie des valeurs. On sait que saint Thomas d'Aquin place le bien commun au sommet, la famille, la nation, l'Église. Le personnalisme de Mounier place l'épanouissement individuel au-dessus de tout. C'est l'origine de l'individualisme excessif dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un renversement complet qui dissout les solidarités naturelles au nom de la dignité de la personne. Troisième élément, transformer la famille. Du patriarcat traditionnel vers l'égalitarisme, c'est la promotion de la limitation des naissances, sacralisation de la sexualité et de l'épanouissement personnel. Ce qui est péché devient droit. Ce qui était devoir devient oppression. Quatrième élément, infiltré par le langage. On garde les mots, on change le sens. Réforme de l'entreprise veut dire socialisation. Dignité de la personne veut dire individualisme. Épanouissement veut dire hédonisme. Dialogue veut dire compromis doctrinal. Les catholiques utilisent leur propre vocabulaire contre eux-mêmes. Cinquième et sixième élément, mobiliser le clergé progressiste, dominicain et jésuite comme agents de changement et présenter systématiquement la tradition comme une oppression dont il faut se libérer. La révolution se fait de l'intérieur par ceux-là même qui devraient défendre la doctrine. Le résultat de cette méthode, un pont idéologique qui permet le passage du thomisme au marxisme, sans que les catholiques ne s'en aperçoivent. En 30 ans, de 1940 à 1970, une génération complète traverse ce pont. Ils entrent catholiques, pratiquants, ils sortent socialistes, sécularisés. C'est exactement ce qui s'est passé au Québec. Les élites qui ont fait la Révolution tranquille ont presque toutes été formées par ce courant personnaliste. Elles croyaient moderniser le catholicisme. En réalité, elles l'ont liquidé. Le pont mène dans une seule direction. L'infiltration idéologique du catholicisme québécois passe par un réseau précis, les dominicains français progressistes. De 1930 à 1954, 3 hommes jouent un rôle clé dans cette opération. Marie-Dominique Chenu, le mentor intellectuel, Joseph Thomas Delos, le formateur, et Henri-Charles Desroches, l'agent d'influence. Ce ne sont pas des marginaux, ce sont des théologiens, influents et qui opèrent au cœur même de l'Église. Leur stratégie, former des prêtres qui formeront ensuite les laïcs, capturer le sommet pour transformer la base, une infiltration par le haut.
Marie-Dominique Chenu, dominicain français, né en 1895, son parcours parle de lui-même. Condamné 2 fois par Rome, ses livres mis à l'index en 1942, exilé de Paris en 1954, visé nommément par l'encyclique Humani Generis de Pie XII, ce n'est pas un catholique ordinaire, c'est un révolutionnaire en soutane. En 1930, il contribue à fonder l'Institut d'études médiévales de Montréal. C'est la première tête du pont au Québec. Il est aussi le mentor des prêtres ouvriers, défenseur d'une théologie de la lutte des classes, signataire de l'appel de Stockholm, un texte pro-soviétique. C'est l'origine de la théologie de la libération. En 1930, Joseph Thomas Delot, proche de Chenu, un Belge, je crois, enseigne la sociologie à un jeune dominicain québécois à Lille, en France. Ce jeune homme s'appelle Georges-Henri Lévesque. Retenez bien ce nom, Georges-Henri Lévesque. Il absorbe tout, le personnalisme, la critique du capitalisme, la méfiance envers le nationalisme traditionnel, l'ouverture au socialisme. En 1933, de retour au Québec, Lévesque participe à la Réunion des 13 où se tracent les grandes lignes du programme de l'Action libérale nationale. L'infiltration commence, le réseau dominicain français vient de planter sa graine au Québec. Elle va germer pendant 30 ans. Henri-Charles Desroches, dominicain français né en 1914, proche de la revue Esprit et de Mounier, il influence le Québec par l'Étincelle et le quartier latin de l'Université de Montréal. Dans les années 50, il est initié à la loge Arc-en-Ciel, donc un catholique franc-maçon, un prêtre franc-maçon, voilà, la synthèse parfaite de l'infiltration. Sa citation la plus révélatrice, et aucune subtilité, il dit « Il y a possibilité pour les croyants de faire leur profit du marxisme. » Voilà le programme en une phrase. Réconcilier le catholicisme avec le marxisme, faire accepter aux croyants ce qu'ils auraient autrement rejeté comme incompatible avec leur foi. Pendant ce temps, au Canada anglais, un autre réseau se met en place. En 1932, le Fabien Frank Underhill de l'Université de Toronto et le boursier Rod Frank Scott de McGill fondent la Ligue pour la reconstruction sociale, la LRS. D'inspiration fabienne, elle regroupe des intellectuels de gauche, d'autres boursiers Rod qui veulent transformer le capitalisme canadien par les voies parlementaires. La LRS va devenir le brain trust du CCF, le Parti social-démocrate. Ces idées se retrouvent dans le manifeste de Regina de 1933. C'est un autre vecteur de transformation par la politique et les universités anglophones. Quel est leur objectif? Élaborer l'idéologie et le programme social-démocrate canadien et notamment recommander un contrôle accru de l'État sur l'éducation sous couvert de modernisation selon le modèle socialiste. C'est la Société fabienne au Canada. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une autre fondation qui a été créée, le Douglas Caldwell, en 1971, qui est aussi construit sur le modèle de la Société fabienne et qui, elle, existe toujours, alors que la LRS, elle n'existe plus. Et qui était au sein de cette fondation? Jack Layton, qui a été chef du parti NDP. Voilà pour la Société fabienne au Canada. Donc, on a maintenant l'idéologie, on a les réseaux de transformation, on a les canaux de transmission, revues, universités, ordres religieux progressistes, mais pour que tout cela fonctionne au Québec, il faut les Québécois. Il faut des Québécois, des hommes du territoire, du terroir, formés à l'étranger, comme Lévesque, qui reviennent faire le travail de l'intérieur. C'est l'objet du prochain segment, les agents locaux politiques. On a eu Georges-Henri Lévesque qu'on va détailler, Paul Gérin-Lajoie, et tous ceux qui vont transformer l'idéologie importée en politique québécoise. Les missionnaires de l'Empire, mais avec un accent québécois. On entre maintenant dans le segment 4D, les agents locaux. De 1938 à 1956,
Les pièces se mettent en place. En 1938, Gérin-Lajoie obtient la bourse Rhodes. Paul Gérin-Lajoie, né en 1920, c'est lui qui va créer le ministère de l'Éducation en 1964, l'aboutissement de 60 ans de tentatives. Le nom qu'on associe à la destruction du système d'éducation catholique québécois, c'est lui. Mais avant d'être le destructeur, il a été le bon élève. Pour comprendre ce qu'il a fait, il faut comprendre comment il a été formé, qui l'a repéré, qui l'a sélectionné, qui l'a modelé. Car Gérin-Lajoie n'est pas né révolutionnaire. Il a été fabriqué, c'est un produit du système de recrutement impérial. Né en 1920, comme je l'ai dit, à Montréal, Gérin-Lajoie fait ses études classiques au collège Jean de Brébeuf vers 1932. C'est là qu'il rencontre le jésuite François Hertel. François Hertel, c'est un prêtre moderniste, un progressiste. Il sera d'ailleurs exclu de la Compagnie de Jésus en 1947 pour ses idées. En 1942, Hertel publie « Pour un ordre personnaliste », le premier ouvrage québécois à introduire systématiquement la philosophie d'Emmanuel Mounier. Le cardinal Villeneuve et les thomistes traditionnels s'en alarment publiquement à l'époque. Toujours en 1942, Hertel publie le premier plaidoyer québécois en faveur de l'art abstrait. Vous savez, les œuvres formidables qu'on a maintenant dans les expositions, plutôt que des œuvres réellement belles comme il y avait avant. Donc, il fréquente d'ailleurs Borduas et les futurs signataires du refus global. Ce manifeste de 1948 qui attaquera frontalement l'Église, la famille surtout et la société traditionnelle. Cet homme, Hertel, est donc le premier contact pour Gérin-Lajoie avec le courant réformateur au sein même de l'Église. En 1938, dernière année de collège, Gérin-Lajoie reçoit la bourse Rhodes, la plus généreuse et la plus prestigieuse des bourses de l'époque. Ce n'est pas un hasard, c'est une sélection. Le système Rhodes repère les talents locaux et les recrute. Gérin-Lajoie vient d'être repéré. De 1945 à 1948, après ses études de droit à Montréal, Gérin-Lajoie fait son doctorat à Oxford en droit constitutionnel. Son directeur est Sir Kenneth Clinton Ware, lui-même boursier Rhodes australien, et auteur du Federal Government en 1946, le manuel canonique du fédéralisme impérial. Ware, que vous voyez à l'écran, est le spécialiste des constitutions du Commonwealth. Il conseille la rédaction des constitutions postcoloniales. Terre-Neuve, Fédération d'Afrique centrale. Son travail, c'est transformer les colonies en États formellement indépendants, mais constitutionnellement alignés sur Londres. 3 ans sous tutelle de Ware, 3 ans de formation idéologique intensive, on n'envoie pas un jeune Québécois prometteur à Oxford pour qu'il revienne défendre l'autonomie provinciale. On l'envoie pour qu'il absorbe la vision impériale du fédéralisme et qu'il la ramène chez lui. La méthode est classique, exploiter le complexe d'infériorité. Donc, on exploite le complexe d'infériorité collective. Ware renvoie à Gérin-Lajoie l'image d'un Québec arriéré, clérical, replié sur lui-même, une société qui a raté la modernité, puis il lui offre une porte de sortie glorieuse, devenir le sauveur moderne de son peuple. Comment? En important le modèle de l'État expert, le social engineering fabien, la planification étatique présentée comme l'antidote à l'obscurantisme religieux. Gérin-Lajoie, mort à l'hameçon. Il rentre au Québec convaincu d'être un réformateur éclairé, alors qu'il est un agent de transformation au service d'intérêts étrangers. Et le comble du cynisme et du mépris impérial à Oxford, ce n'est même pas un Anglais qui le forme, c'est un Australien. Un colonial dressé pour en dresser un autre. La même année où Gérin-Lajoie obtient sa bourse Rhodes, Georges-Henri Lévesque fonde l'École des sciences sociales à l'Université Laval. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie à 2 volets,
D'un côté, on forme l'élite à l'étranger, de l'autre, on crée sur place une institution qui formera la masse des cadres modernistes. Robert Rumilly, toujours, l'historien, appelait cette école un foyer de gauchistes. Il avait raison. Pendant 30 ans, cette école va produire les fonctionnaires, les intellectuels, les politiciens qui vont démanteler le Québec traditionnel. Une pépinière d'agents de transformation. Le père Georges-Henri Lévesque, dominicain, né en 1903, on l'appelle le parrain de la Révolution tranquille. Et le titre est mérité. Ce n'est pas un prêtre ordinaire. C'est le point de jonction entre les dominicains français progressistes, les personnalistes de la revue Esprit, les réseaux américains Carnegie et Harvard, vous allez le voir, et le gouvernement fédéral canadien. L'évêque incarne la convergence de tous les réseaux d'infiltration. Formation européenne, financement américain, implantation québécoise. Il est le nœud où se croisent toutes les influences qui vont transformer le Québec. Comprendre l'évêque, c'est comprendre l'opération tout entière. En 1930, il est formé à Lille, comme on l'a dit, par Joseph Thomas Delos, le réseau dominicain progressiste qui a produit Chenu et toute la mouvance personnaliste. En 1938, il fonde l'École de sciences sociales, deux événements qui définissent sa trajectoire, formation européenne dans les milieux progressistes et implantation locale. De 1940 à 1949, il collabore avec Everett Hughes, mandaté par la Fondation Carnegie, pour étudier le Québec. L'évêque ouvre les portes aux Américains, il leur donne accès aux réseaux locaux, aux institutions, aux personnes clés. C'est le courtier qui met en contact l'Empire et les sociétés québécoises. Et la société québécoise, pardon. Donc, de 49 à 51, l'évêque siège à la commission Massé, dont nous allons parler. Vous vous souvenez de Vincent Massé? C'est là que se joue la trahison. Il préconise le financement fédéral des universités, une violation flagrante de la juridiction provinciale sur l'éducation. Un dominicain québécois qui invite Ottawa à s'ingérer dans les affaires du Québec, la boucle est bouclée. En 1949, rejeté par l'épiscopat québécois et en conflit avec Duplessis, bien entendu, il trouve refuge chez les libéraux fédéraux, Trudeau, Marchand, Pelletier, les Trois Colombes, tous formés ou influencés par lui, la génération qui va achever ce qu'il a commencé. Qui a formé Georges-Henri Lévesque? Il a formé Trudeau via Cité Libre, Maurice Tremblay, Guy Rocher. Vous verrez ces personnes plus tard. Celui qui va rédiger le rapport Parent, Jacques Parizeau, a été formé par lui. Toute la génération qui va démanteler le Québec traditionnel est passée par lui ou par son école. Le moine laïcisant a bien servi ses maîtres. L'évêque est le pont entre tous les réseaux, comme on a dit, français, américains, britanniques, et le Québec. Sans lui, les idées seraient restées des idées. Avec lui, elles sont devenues des politiques, des institutions, des lois. Il a transformé l'infiltration idéologique en transformation sociale. On a maintenant toutes les pièces du casse-tête. Les réseaux impériaux britanniques, l'infiltration idéologique par les dominicains et les personnalistes, les agents locaux formés à l'étranger et implantés au Québec, l'École des sciences sociales comme pépinière, le financement des fondations américaines. Voilà, c'est tout pour la partie 4. On va se retrouver dans la partie 5. Merci d'avoir été attentif.